Si on veut aujourd'hui repartir sur de nouvelles bases, il faut qu'il y ait des gestes très forts en termes de justice. Il va falloir demander un effort aux personnes les plus aisées. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet entretien qui s'inscrit dans une série d'échanges que lance l'ensemble des rédactions de France Info pour réfléchir à l'après-coronavirus. Aujourd'hui, nous allons analyser la crise économique et sociale que l'on vit actuellement, mais surtout envisager les manières d'en sortir, peut-être différemment. Je le rappelle, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur à l'École d'économie de Paris, et vous êtes aussi l'auteur du livre Le Capital au XXIe siècle, qui s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Et plus récemment, vous avez publié un ouvrage encore un peu plus épais, Capital et idéologie. Tout d'abord, comment allez-vous et comment travaillez-vous actuellement en cette période de déconfinement progressif ? Alors moi, je confine à Paris, 10e arrondissement, depuis un peu plus de 8 semaines maintenant. Écoutez, je fais partie des gens très privilégiés en général, parce que j'ai un travail très agréable, un salaire très correct, et puis même en période de confinement, c'est vrai que pour un chercheur en sciences sociales, se retrouver confiné, quand on a suffisamment de livres et suffisamment d'archives qu'on a numérisées, bon, voilà, on peut travailler. C'est donc voilà, je suis vraiment pas à plaindre dans les circonstances actuelles par rapport à tous ceux pour qui cette crise est beaucoup plus douloureuse en termes de revenus, en termes d'espace. Donc voilà, c'est vraiment pas comparable. On va y revenir justement après. Pour commencer, nous allons parler un peu du chamboulement majeur qui se déroule derrière nos fenêtres. Quels mots utilisez-vous pour décrire la situation économique mondiale actuelle ? C'est une situation inédite, dans le sens où on n'a jamais dans l'histoire décidé comme ça collectivement de mettre à l'arrêt l'activité humaine et économique de cette façon-là. Et je pense qu'on a bien fait, c'est-à-dire qu'il faut quand même reprendre le point de départ. Ce qui s'est passé, c'est que fin février, début mars, des prévisions de modèles épidémiologiques produits par les épidémiologistes, dont c'est la profession, sont arrivées sur la table des gouvernements dans les différents pays du monde, annonçant que si on ne faisait rien, on allait avoir 40 millions de morts dans le monde. C'était un peu la prévision centrale de ces modèles, en particulier ceux diffusés par Imperial College à Londres. Ça voulait dire 400 000 ou 500 000 morts en France, 2 millions de morts aux États-Unis. Bon, face à ça, les gouvernements, en quelques jours, se sont dit, bon, on est obligé de prendre des mesures totalement inédites et personne ne peut leur reprocher. C'est-à-dire que peut-être un jour, dans 6 mois, dans un an, on reprendra le dossier, on essaiera de comprendre ce qu'on aurait pu faire de mieux avant, sans doute plus investir dans l'hôpital, avoir plus de matériel, ce qui nous aurait permis de beaucoup plus tester, d'isoler principalement les personnes les plus fragiles. Bon, mais ça, c'est pour ensuite. Là, on a pris une décision inédite face à un contexte inédit. Et donc, du point de vue de l'économie mondiale, puisque c'est votre question, disons qu'on a évidemment une chute du niveau de production et d'activité économique comme on ne l'avait d'une certaine façon jamais vu, parce que sur un temps aussi court, on n'avait jamais décidé d'arrêter tout simplement de produire. Donc, forcément, il ne faut pas s'étonner qu'à la sortie, on ait cette baisse vertigineuse de la production. Mais voilà, maintenant, ce qui compte, c'est de voir la suite.
Cette situation a aussi conduit à une énorme, va conduire à une énorme augmentation de l'endettement public, parce que c'est vrai que dans l'immédiat, vous n'allez pas matraquer les gens d'impôts pour continuer de financer les écoles, les hôpitaux et les dépenses publiques en général. Donc la seule solution dans l'immédiat, c'est l'endettement, un peu la création monétaire, et on y reviendra. Et là, mais je voudrais simplement dire que sur ce point, pour le coup, là, c'est une situation qui n'est pas complètement inédite. C'est-à-dire autant l'épidémie, ça, on n'avait jamais vu une épidémie comme ça, ou peut-être l'épidémie de grippe espagnole en 1918-1919, mais c'était quand même des circonstances très différentes au sortir de la Première Guerre mondiale. Par contre, des situations d'endettement public considérables, ça, on a beaucoup d'exemples historiques à notre disposition. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est toujours sorti. Hein, c'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire, au cours du 19e siècle, au cours du 20e siècle, après les guerres mondiales, mais aussi parfois dans d'autres contextes, des situations d'endettement public encore plus élevées que ce qu'on a aujourd'hui, qui atteignent parfois 200%, 300% du produit intérieur brut, comme on dit, donc plus de 2 ou 3 années de production. Et il y a plusieurs solutions. Aucune n'est simple, mais au moins, il y a des solutions. Donc là, pour le coup, il y a des précédents historiques. Et moi, c'est ça ma démarche en tant que chercheur en général, c'est d'essayer d'aller voir comment les précédents historiques, dans l'histoire économique, dans l'histoire politique, dans l'histoire des inégalités et des sociétés humaines, peuvent nous aider non pas à faire exactement la même chose, parce que chaque situation est unique, mais voilà, essayer d'apprendre dans l'histoire qu'il y a toujours une multiplicité de choix possibles. Et ça, c'est peut-être ça la leçon la plus importante qu'on peut quand même tirer déjà pour la situation actuelle. C'est que l'idée selon laquelle il y aurait une seule solution économique, une seule politique possible, par exemple face à des situations d'endettement public, ça c'est faux. Ça, dans l'histoire, on a tout un répertoire de solutions qui sont utilisées et ça peut nous aider pour regarder l'avenir. On reviendra justement sur cette question de la dette un petit peu plus tard. Pour revenir à maintenant, qu'est-ce que nous révèle un petit peu cette crise que l'on traverse actuellement, notamment d'un point de vue des inégalités sociales? Qu'est-ce que vous percevez à travers cette crise? Alors, cette crise, je trouve, malheureusement, exprime très clairement la violence des inégalités sociales qui traversent nos sociétés et disons, renforce encore plus le besoin de réduire les inégalités et de trouver un autre modèle économique, tout simplement, de changer notre système économique. Mais d'abord, ce qui me frappe, c'est la violence des inégalités face à cette crise. C'est-à-dire que on parle du confinement, mais le confinement, évidemment, c'est très, très différent si vous êtes dans un grand appartement avec vos livres ou si vous êtes dans un appartement minuscule ou pour toutes les personnes qui sont sans abri, évidemment, c'est quelque chose de complètement différent. Et puis, tout dépend aussi de vos possibilités de subvenir à vos besoins. C'est-à-dire que pour des personnes qui ont des économies ou qui continuent de toucher leur salaire ou qui touchent des allocations chômage, la situation est à peu près tenable financièrement. Mais pour toutes les personnes qui sont dans des situations de travail précaires, et ça, je pense qu'on ne l'a pas assez dit dans cette crise, c'est-à-dire qu'on a parlé du chômage partiel, mais si vous êtes un travailleur intérimaire, si vous êtes en CDD, et que votre CDD s'arrêtait au début du confinement, au milieu du confinement, le chômage partiel, c'est pas pour vous. Si vous êtes un auto-entrepreneur, alors, au cours des 10 dernières années, on a célébré tous ces statuts indépendants où tout le monde allait devenir un start-upper, un entrepreneur de sa propre vie, avec moins de cotisations sociales, mais aussi moins de protection sociale. Et ben, aujourd'hui, on se rend compte que pour toutes ces personnes qui ont ces statuts, beaucoup ont dû se retrouver à devoir continuer de travailler, d'aller faire des livraisons à vélo, autrement, parce que simplement, il n'y avait pas de revenus. Dans les pays du Nord, on a développé des systèmes comme ça, mais il reste insuffisant. Il y a beaucoup de gens qui passent en travers des gouttes. C'est pas assez automatique. Mais alors, dans les pays du Sud, on devrait voilà, idéalement utiliser cette opportunité pour accélérer la mise en place de systèmes de revenus minimum, ce qui n'est pas du tout impossible. Hein. Je voudrais dire que, par exemple, dans un pays comme l'Inde, qui est
évidemment très, très importante, la plus grande démocratie du monde, même si elle traverse aujourd'hui des crises et des clivages identitaires, religieux extrêmement, extrêmement inquiétants. Il y a eu l'an dernier, pendant la campagne électorale, les élections indiennes de 2019, un débat très avancé sur la question de la mise en place d'un système de revenu minimum, de revenu de base à un niveau très, très basique, mais qui permettrait au moins, dans des situations comme celle-là, voilà, d'éviter l'extrême pauvreté et d'éviter à choisir entre mourir de faim ou mourir du virus. Et alors, c'est pas du tout l'idéologie du gouvernement actuel, malheureusement, n'est pas celle-là. Et c'est vrai que les partis qui défendaient davantage les basses castes ou les segments les plus pauvres de la société indienne qui faisaient ces propositions, qui portaient ces propositions de revenu minimum lors des élections de 2019, ont perdu les élections, ce qui n'était pas évident au départ. Ça s'est passé aussi parce qu'il y a eu des attentats en janvier 2019 au Cachemire qui ont reclivé sur les questions identitaires et qui ont conduit le parti nationaliste hindou avec beaucoup d'habileté à redéfinir le conflit politique, non plus sur des questions sociales, de pauvreté, mais sur des questions de clivage entre hindous et musulmans. Ils ont gagné l'élection comme ça, et là, ils continuent d'être un peu dans ce type d'attitude à aiguiser les conflits plutôt que d'essayer de trouver des politiques sociales. Mais bon, on va voir. Peut-être qu'à la faveur de la crise, même des gouvernements comme ça vont finalement se retrouver à agir. Donc, pour résumer, cette crise, disons, exprime vraiment le besoin qu'on a de protection sociale et espérons que, en particulier dans les pays où le système social est le moins développé, ce sera l'occasion d'accélérer dans cette voie à la suite de cette crise. En effet, vous le dites, vous pensez que cet arrêt économique forcé pourrait permettre de redémarrer autrement, notamment dans votre dernière note de blog. Vous parlez, pour y arriver, d'une relance verte. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire un petit peu ce que vous imaginez derrière cette relance verte et concrètement, comment doit agir la puissance publique, selon vous, pour y parvenir ? Alors, d'abord, on va avoir besoin, oui, d'une relance très forte de la part des pouvoirs publics, parce que là, le niveau d'activité économique, le niveau va s'effondrer, le niveau de chômage a déjà, par exemple aux États-Unis, monté à des niveaux très élevés, et en France, on ne le voit pas encore complètement, parce qu'il y avait les mesures de chômage partiel, mais on voit bien que dans beaucoup de secteurs, l'activité va redémarrer très, très doucement, donc on va avoir besoin de la puissance publique pour aider à limiter cette montée du chômage, aider à créer des nouveaux emplois. Et là, je pense que ce serait vraiment une erreur de se contenter de subventionner les activités très intensives en émissions de carbone, dont on sait qu'elles doivent diminuer à terme. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu schizophrène sur ces questions, parce que fin 2015 à Paris, on a signé des objectifs vis-à-vis de toute la planète disant qu'il fallait éviter absolument que le réchauffement dépasse 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés, et puis finalement, on n'est pas du tout là sur cette trajectoire. Donc là, on a quand même une occasion de repenser les choses pour avoir une relance qui mette d'abord l'accent sur d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire, alors la santé d'abord. La santé, on voit bien que là, si on n'est pas capable aujourd'hui d'investir vraiment dans les hôpitaux, de créer davantage d'emplois, d'infirmières, d'améliorer les salaires dans les hôpitaux, quand est-ce qu'on va le faire? Mais au-delà de la santé, c'est le secteur de l'innovation, de la formation, l'environnement, donc tous les travaux de rénovation thermique dont on sait qu'on a un besoin considérable, parce que c'est une des sources d'émissions carbone les plus importantes. C'est en plus un secteur où on peut créer beaucoup d'emplois. Alors il faut mettre de l'argent, parce que c'est vrai que ça représente des centaines de milliers, des millions de personnes, d'emplois dans des secteurs liés aux travaux publics, aux bâtiments, dans lesquels il y a eu une très forte baisse d'activité, et il y a là des compétences à utiliser, et en plus c'est très utile, on sait qu'on en a besoin. Mais tout ça demande d'assumer le fait de changer un peu les priorités. Ce qui ne veut pas dire de fermer à tout jamais toute l'automobile et tout l'aéronautique, parce qu'il faut que ça se fasse de façon graduelle. On ne peut pas, en particulier, chaque secteur individuellement ne représente qu'une petite part des émissions. Alors, ce qui est souvent un argument qui est donné aussi pour ne rien faire. Donc, il faut aussi faire attention à ça. C'est-à-dire que chacun des secteurs qui émet doit diminuer. C'est-à-dire que tous les secteurs hautement carbonés ont vocation à réduire en termes de part de l'activité économique totale, et il faut le faire graduellement, mais de façon résolue.
Et donc, si on n'utilise pas cette opportunité pour justement réajuster nos priorités, quand est-ce qu'on va le faire? Donc ça, voilà, j'espère vraiment que la pression sociale, populaire, politique pour aller dans cette direction va enfin permettre d'avancer dans cette voie. Très bien. Et pour reprendre deux cas que vous citiez indirectement, voilà, on a vu que le gouvernement avait annoncé des plans d'aide assez massifs pour Air France et pour Renault, par exemple. Est-ce que, voilà, dans votre vision, est-ce que ces entreprises, on doit continuer quand même à les aider et si elles sont plus aidées, comment on gère la casse sociale que ça provoque automatiquement? Alors, d'abord, on va pas priver du bénéfice de l'assurance chômage des secteurs particuliers au motif qui sont carbonés, parce que voilà, les travailleurs sont touchés par la baisse d'activité. Tous les secteurs sont carbonés d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils utilisent en consommation intermédiaire des biens, des services dont la production eux-mêmes émettent du carbone. Donc, il faut une politique qui soit systématique, qui prenne en compte pour chacun des secteurs l'ampleur des émissions carbone et qui ajuste voilà, les subventions à ce bilan très précis des émissions. Il faut aussi que ce bilan il se fasse avec une préoccupation sociale très claire. C'est-à-dire que concrètement, on ne va pas réussir à aller vers la sobriété énergétique si on ne réduit pas fortement les inégalités et si on ne va pas vers une forme de sobriété tout court, de sobriété sociale et économique. C'est-à-dire, tant qu'on aura des écarts de revenus aussi considérables, ça va être très difficile de demander aux personnes les plus modestes de changer leur mode de vie, de faire des efforts. Donc, concrètement, dans tous les secteurs que vous évoquez, et d'ailleurs qu'on parle des personnes comme salariés ou des personnes comme consommateurs qui peuvent être amenés à changer leur mode de vie, à perdre du pouvoir d'achat, il faut tout faire pour préserver même améliorer dans la mesure du possible la situation des personnes, mettons, qui sont entre une fois le salaire minimum et deux fois le salaire minimum, et puis demander beaucoup plus d'efforts à ceux qui sont au-delà de 3, 4 salaires minimum, alors a fortiori, à commencer évidemment par ceux qui sont à 10 fois, 20 fois, 50 fois, et qui ont d'immenses revenus, parfois d'immenses patrimoines. Donc la justice, c'est quelque chose qui se construit, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir développer des nouvelles normes de justice environnementale et en même temps de justice sociale, sans lesquelles on ne pourra jamais aller dans cette direction. C'est-à-dire que ce serait une erreur vraiment d'isoler cette question environnementale, de faire comme s'il y allait avoir un consensus, une unanimité, de l'isoler de la question sociale, de la question des inégalités. Et on a vu ce que ça donnait en France au début de ce quinquennat, où on a voulu augmenter la taxe carbone au motif que ça permettrait de réduire les émissions, sauf que les gens se sont rendus compte que l'argent qui rentrait d'une main pour financer l'augmentation de la taxe carbone, il ressortait de l'autre main pour supprimer l'impôt sur la fortune sur les 1% des Français les plus aisés. Alors le gouvernement a essayé de dire qu'il n'y a aucun rapport entre les deux politiques, sauf que c'était les mêmes 5 milliards d'euros qui rentraient d'un côté et qui ressortaient de l'autre du budget de l'État. Donc à un moment, les gens se sont dit, mais attendez, en fait, c'est pas du tout pour l'environnement que vous nous faites payer plus de taxes carbone. Et ça a fait beaucoup de mal à l'idée de transition climatique. Donc si on veut aujourd'hui repartir sur de nouvelles bases, il faut qu'il y ait des gestes très forts en termes de justice sociale et fiscale. Concrètement, il va falloir demander un effort aux personnes les plus aisées, les personnes qui ont les plus hauts revenus, mais aussi les personnes qui ont les plus hauts patrimoines, parce que le patrimoine, c'est aussi un indicateur de la capacité à contribuer finalement aux charges communes. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, il s'agit juste d'essayer de construire des normes de justice acceptables pour le plus grand nombre et donc qui demandent qu'on prenne en compte la capacité simplement des uns et des autres à contribuer et qui est aussi la capacité des uns et des autres à émettre du carbone parce que les modes de vie que vous avez avec des très hauts patrimoines ou des très hauts revenus forcément émettent beaucoup plus. Donc pour toutes ces raisons, voilà, on a besoin de gestes forts sur la justice. Est-ce que le gouvernement en France, qui a supprimé l'impôt sur la fortune au début du mandat, ou est-ce que le gouvernement aux États-Unis de Donald Trump, qui a fait aussi d'énormes baisses d'impôts sur les plus riches au début de son mandat, est capable de revenir sur ce qu'il a fait au début? Trump, il a l'air vraiment buté, mais Emmanuel Macron, il a l'air assez buté aussi, hein, dans un autre genre. Et je suis pas sûr. Là, la parole du gouvernement sur ces questions actuellement, c'est de dire
personne ne va payer. On va augmenter l'endettement, mais il n'y a pas besoin de demander plus d'efforts aux plus riches. Vous allez voir, personne n'a besoin de payer davantage. Bon, c'est quand même bizarre parce qu'il y a un an, le gouvernement disait l'argent tombe pas du ciel, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux parce que l'argent tombe pas du ciel. Et puis maintenant, on peut tout financer et personne n'aura besoin de payer, et certainement pas les plus riches, nous dit-on. Bon, est-ce que les gens vont y croire et combien de temps on va se tenir à ce discours qui quand même est très, disons, est pas très solide, je pense. Justement sur la question de la dette, la question qui revient automatiquement après l'évocation de stratégie de dépenses publiques, de relance via la dépense publique, c'est qui va payer la facture. Alors encore une fois, qui va payer cette facture de cette relance que vous promouvez aussi? Alors, je pense qu'on va devoir aller vers un système avec une plus grande justice fiscale et un système de fiscalité qui demande davantage d'efforts sur les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, et qui aussi, pour l'imposition des émissions carbone, moi je propose dans mon dernier livre un système de carte carbone individuelle permettant de voir en fonction des émissions carbone de chacun, de pouvoir finalement interdire les plus hautes émissions, taxer très très fortement les émissions un peu en dessous, et puis laisser les personnes qui simplement sont dans les premiers niveaux d'émissions carbone en termes de consommation d'électricité, de gaz, d'eau, de pouvoir subvenir, disons, à des besoins de base, à des besoins normaux. Et je pense que si vous ne traitez pas comme ça les différents groupes en fonction de leur niveau de vie et donc aussi d'émissions carbone, vous n'allez pas réussir à faire consensus et à développer à nouveau une norme de justice qui fasse que les uns et les autres acceptent de se projeter dans cet avenir commun. Alors, sur la dette publique. Alors là, il faut dire qu'on a beaucoup d'épisodes historiques de très forte dette publique, au XIXe siècle, au XXe siècle. Donc après chacune des deux guerres mondiales en particulier, on a eu des niveaux d'endettement public qui dépassaient 200% du produit intérieur brut, 300% du produit intérieur brut, y compris dans les plus grandes économies, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni, en France. Et si on regarde ces différents épisodes, disons, l'idée selon laquelle on n'aurait pas d'autre choix que de rembourser éternellement cette dette en faisant des excédents budgétaires chaque année, cette idée, elle est pas vraie historiquement. C'est-à-dire que historiquement, on constate beaucoup d'autres méthodes qui ont été utilisées pour accélérer le fait finalement de se débarrasser de ces dettes. Alors, quelles sont ces méthodes? La méthode la plus intéressante, et je trouve qu'il finalement a eu plus de succès historiquement, c'est la façon dont en particulier l'Allemagne et le Japon, mais d'autres pays européens l'ont fait un petit peu, y compris la France et d'autres pays européens après la Première Guerre mondiale. Mais l'exemple le plus intéressant, c'est comment après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon ont mis en place un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines privés, permettant de réduire très rapidement l'endettement public. Alors, la façon dont ça marchait, c'est que, alors il y a une autre méthode qui était l'inflation. Mais la raison pour laquelle on a fait cette méthode, c'est que l'inflation, les Allemands avaient déjà fait ça dans les années 20. Alors effectivement, ça permet de se débarrasser de la dette publique. Mais c'est souvent très injuste dans la répartition de l'effort. C'est-à-dire que l'inflation, souvent, ça va toucher notamment les épargnants modestes qui ont un peu d'argent sur leur compte en banque, alors que les plus aisés qui vont placer leur argent en bourse ou dans l'immobilier, finalement, ne vont pas être touchés par l'inflation parce que les prix en bourse ou les prix de l'immobilier vont augmenter comme l'inflation, et donc finalement, hop, eux vont s'en sortir très bien. Et donc, les Allemands, et en particulier le gouvernement allemand, entre 1948 et 1952, n'avaient pas du tout envie de recommencer cette inflation des années 20. Et donc, ils ont mis en place un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines financiers, qui, d'une certaine façon, fait le contraire de l'inflation, c'est-à-dire qui protège les plus petites épargnes. Donc le taux d'imposition sur les plus petits patrimoines était très faible, quelques pourcents, et qui par contre montait jusqu'à plus de 50%, mais 50% du stock de patrimoine, pas 50% d'une année de revenus, jusqu'à 50% du stock de patrimoine pour les portefeuilles financiers, les patrimoines les plus élevés. Au Japon, ça a même monté jusqu'à 80-90%. Bon, je peux vous dire qu'à l'époque, ça ne faisait pas tellement plaisir aux personnes qui ont eu à payer ça, mais voilà, pour finir, ça a été adopté, et rétrospectivement, disons, si on regarde historiquement, si on fait le bilan, c'est sans doute un des exemples les plus réussis de comment une dette publique considérable a été éteinte très rapidement, parce que ça a permis en fait à ces deux pays notamment
dès le début des années 50, dès le milieu des années 50, de se retrouver sans dette publique, c'est-à-dire que la dette publique qui était de 200% du PIB était tombée à moins de 20% en quelques années, ce qui aurait été impossible, disons, par des moyens ordinaires. Et ça leur a permis d'avoir plus de marge de manœuvre pour investir dans la reconstruction, dans les infrastructures publiques, dans l'éducation. Et finalement, ça a beaucoup rendu service à la croissance économique des Trente Glorieuses, notamment dans ces deux pays. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Hein, il faut voir que derrière, évidemment, il y a des intérêts considérables et c'est toujours compliqué. Mais il faut bien avoir en tête que de toute façon, quelqu'un va devoir payer, c'est-à-dire que la dette publique, elle n'est pas détenue par la planète Mars. C'est-à-dire quand on dit c'est les banques, oui d'accord, c'est les banques, mais derrière les banques, il y a soit des petits déposants, soit des actionnaires moyens, soit des actionnaires plus gros. Enfin derrière, il y a des personnes en chair et en os qui ont différents niveaux de patrimoine. Et quelle autre méthode, sinon celle d'essayer de répartir les efforts de la façon la plus transparente possible et la plus juste possible. Alors, on n'a pas de formule mathématique pour trouver cette justice, mais on peut au moins essayer de convoquer ces exemples historiques pour essayer de trouver des façons de faire. On peut aussi repousser, alors c'est là que la Banque Centrale Européenne aussi peut jouer un rôle, on peut repousser la dette à plus tard, avec la Banque Centrale Européenne qui prend en charge sur son bilan une partie de la dette, ça peut aussi faire partie de la solution, mais à long terme, sans doute, ça ne suffit pas. Justement, sur la question de la dette, il y a la BCE quand on est dans la zone euro comme nous. Vous avez évoqué la possibilité d'une mutualisation des taux d'intérêt de la dette dans les pays de la zone euro. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en fait qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Et on sait déjà que certains pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas sont assez réticents à cette idée. Donc comment c'est possible en réalité? Alors, je pense qu'il faut absolument dépasser ce climat de défiance qu'on a actuellement entre différents pays européens et entre différents groupes à l'intérieur de chaque pays européen. Parce qu'il ne faut pas faire comme si l'Allemagne ou les Pays-Bas, tout le monde pensait pareil. Il y a beaucoup de désaccords et voilà, les choses sont jamais simples et c'est pas tel pays est égoïste, tel pays est généreux. Il y a beaucoup de groupes différents, de perceptions différentes et ce sont des questions compliquées. Et je pense qu'en les expliquant mieux, on peut réussir à trouver des solutions. Alors, rappelons d'abord que la monnaie unique, l'euro, qui concerne donc 19 pays, elle a ceci de particulier qu'on continue d'avoir 19 taux d'intérêt différents sur la dette publique. C'est-à-dire que chaque pays, quand il a besoin d'emprunter, par exemple, pour faire face à une crise telle que celle qu'on a aujourd'hui, il emprunte chacun à un taux d'intérêt différent. Et ça, c'est quelque chose de très anormal pour une union monétaire. Et je pense que, en fait, la zone euro continuera d'être fragile, structurellement fragile, tant qu'elle n'aura pas unifié son taux d'intérêt. Parce qu'en fait, tant qu'on a des taux d'intérêt différents, il suffit que les marchés financiers se mettent à un moment à douter d'un pays et à se dire « Ah, mais en fait, ceux-là vont pas rembourser leurs dettes ou ceux-là vont peut-être expulser de la zone euro. » Et hop, ces mouvements spéculatifs deviennent autoréalisateurs parce que dès lors que le taux d'intérêt se met à monter sur un pays, ça rend sa situation pour rembourser les intérêts encore plus compliqués. Il doit réduire toutes ses autres dépenses publiques, ce qui est très, très, très compliqué à faire. Et donc, ça renforce le doute sur ce pays. Et donc, vous avez ces spéculations financières qui finalement nous mettent dans une situation de très grande fragilité collective. Oui, c'est comme si aux États-Unis, il y avait la Banque centrale chaque matin, donc qui est la Federal Reserve aux États-Unis, devait choisir chaque matin entre le taux d'intérêt de la Californie, le taux d'intérêt de la Louisiane, le taux d'intérêt de l'État de New York. Ce serait le même bazar qu'en Europe. Et donc, heureusement, eux, ils ont unifié le taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a un seul taux d'intérêt pour la dette au niveau de tous les États-Unis, et c'est beaucoup plus simple pour la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, de relancer l'activité économique dans une situation comme ça. Donc, en Europe, il faut qu'on parvienne à ça, et pour ça, il faut dépasser un certain nombre de malentendus. Et là, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que, contrairement à ce que certaines personnes voudraient parfois faire croire, en particulier en Europe du Nord, mais pas tout le monde, heureusement, en Europe du Nord, mais certains, il ne s'agit pas de rembourser la dette des voisins. Il s'agit de mutualiser, non pas les dettes dans leur ensemble, mais de mutualiser simplement le taux d'intérêt.
Mais personne, il n'a jamais été question que si vous avez un pays qui a 130% du PIB en dette publique comme l'Italie et un autre qui a 60% du PIB, que les contribuables du pays à 60% remboursent la dette. Ça, parce que sinon, ça, évidemment, aucun pays ne rentrerait là-dedans et aucune majorité politique dans aucun pays ne serait élue sur un programme pareil. Et puis, quelque part, ce ne serait pas forcément justifié non plus. Enfin, il faudrait en tout cas. À nouveau, la justice, c'est quelque chose qui se construit, qui doit s'expliquer. Donc là, à ce stade, ce qu'il faut réussir à expliquer, c'est qu'il s'agit simplement de mettre en commun le taux d'intérêt, c'est-à-dire de pouvoir se refinancer à un taux d'intérêt qui soit stable et prévisible pour tout le monde, et que ensuite, la Banque centrale européenne peut contribuer à stabiliser en rachetant une partie de cette dette. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas fait ça, en fait, on se retrouve à une situation où là, on demande à la Banque centrale européenne de faire un peu tout le travail à notre place. C'est-à-dire que comme les gouvernements, les parlements n'ont pas mis en place cette dette commune, un plan de relance commun, on demande à la Banque centrale européenne chaque matin sur les marchés financiers de racheter une partie de la dette des différents pays au cas où une spéculation financière commence à se manifester un peu trop fortement sur un pays. C'est une situation qui est structurellement extrêmement fragile, extrêmement instable, et ça limite beaucoup. Et c'est finalement c'est aussi ça qui crée de la défiance, parce que le fait que tout ça se fasse à huis clos, parce qu'une banque centrale, alors on va continuer d'ailleurs de créer de la monnaie pour essayer de stabiliser les choses, tant qu'on n'aura pas mis en place une politique d'emprunt commun, d'investissement commun, de justice fiscale aussi en commun, parce qu'il faut aussi derrière des impôts en commun sur les plus grandes sociétés multinationales, sur les plus hauts patrimoines, le maximum de coopération et d'impôts en commun, même si ce n'est pas tout de suite avec 27 pays européens, si déjà on pouvait le faire la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ce serait déjà beaucoup mieux que rien du tout. Et donc n'attendons pas l'unanimité, ce qui je crois qu'est ça, le défaut majeur des institutions européennes actuelles, c'est que sur tout ce qui concerne la dette, le budget, les impôts, c'est la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que le Conseil des chefs d'État ou bien le Conseil des ministres des Finances de la zone euro doit prendre ses décisions à l'unanimité. Donc évidemment, c'est le blocage permanent et on ne décide jamais rien. Par contre, la Banque centrale européenne, elle prend ses décisions à la majorité. Et c'est pour ça en fait, on attend de la Banque centrale européenne qu'elle résolve tous les problèmes à la place des gouvernements, parce que les gouvernements ne décident rien pour ce qui est d'impôts communs, de budget commun, d'emprunt commun. Et donc la Banque centrale européenne, on lui demande finalement de résoudre tous les problèmes à la place. Elle va continuer, elle a continué pendant cette crise d'ailleurs d'imprimer beaucoup de nouvelles créations monétaires, mais ce que je crains, c'est qu'en fait, on va continuer dans la voie qui était déjà celle après la crise de 2008, c'est-à-dire que toute cette création monétaire va surtout contribuer à doper les cours boursiers, les prix des actifs financiers et immobiliers. Dans certains cas, ça peut surtout contribuer à enrichir ceux qui sont déjà les plus riches, et on ne va pas utiliser ce levier d'action pour une relance beaucoup plus écologique, verte, sociale, qui là, pour le coup, demanderait une supervision démocratique, donc une assemblée des pays de la zone euro, ce qui n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Je veux juste rappeler, pour donner vraiment une note quand même optimiste à toute cette discussion, parce que je pense qu'on en a besoin, que la France et l'Allemagne ont créé l'an dernier une assemblée franco-allemande, dans le cadre d'un traité franco-allemand. Cette assemblée est composée de 50 députés de l'Assemblée nationale, 50 députés du Bundestag allemand, représentant toutes les tendances politiques, tous les groupes politiques. Elle s'est réunie d'ailleurs à Strasbourg, là, au mois de février, juste avant le confinement, dans l'indifférence générale. Personne n'en a parlé en France. C'est dommage parce que, alors, la limitation de cette assemblée, c'est que pour l'instant, elle est consultative. On lui a donné fonction de discuter à des possibles harmonisations, par exemple, du droit des entreprises entre la France et l'Allemagne, mais rien n'interdirait, d'une part, de l'ouvrir aux autres pays qui veulent rentrer, parce qu'il y a aussi l'Italie, l'Espagne, enfin, on ne peut pas faire que du franco-allemand, et puis surtout, lui donner des vrais pouvoirs. Par exemple, superviser un plan de relance verte et sociale, la supervision d'un emprunt en commun pour faire de la relance, mais au moins, et je veux vraiment insister sur cet aspect positif, ce qu'on a vu avec ce traité franco-allemand et la création de cette assemblée parlementaire franco-allemande, c'est que rien n'interdit à deux pays, et en l'occurrence pas n'importe lesquels, les deux plus grands pays de l'Union européenne, de faire un traité à deux, ou à trois, ou à quatre, pour avancer, y compris en se donnant des institutions politiques,
parce que là, on parle d'une assemblée parlementaire, distincte de celle de l'Union européenne à 27, qui était à 28, qui va être à 27, et on ne sait pas très bien où tout ça va finir. Et justement, parce qu'on ne peut pas attendre d'avoir l'unanimité à 27, je pense qu'il faut que des groupes de pays qui sont prêts à avancer sur des projets d'intégration plus forts doivent le faire, en essayant évidemment de convaincre tous les autres de les rejoindre le plus vite possible. Mais si on n'avance pas en faisant une démonstration par la preuve qu'on est capable, face à des crises, de faire plus ensemble que ce qu'on fait séparément, jamais on aura cette unanimité. Et donc là aujourd'hui, je pense que c'est ça le vrai risque, c'est qu'on soit là, comme après la crise financière de 2008, à enchaîner les conseils européens, les conseils des ministres des Finances, qui parfois se réunissent la nuit, nous annoncent au petit matin qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 50e fois, et puis on se rend compte dans la journée qui suit qu'eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils ont décidé. Et ça, c'est le problème des réunions à huis clos. Et c'est pas du tout au moins une assemblée parlementaire, un parlement, c'est des délibérations en public, il y a différents points de vue qui sont exposés, à la fin il y a des votes, il y a une règle de la majorité, on sait pourquoi les choses ont été décidées. On essaye de gouverner l'Europe avec des conseils à huis clos basés sur la règle de l'unanimité, où on en est là à devoir essayer de deviner quels sont les arguments qui ont été échangés par les uns et par les autres. Mais ça, c'est une machine à faire détester l'Europe et surtout à nous faire échouer face à des crises graves telles que celles que nous traversons aujourd'hui. On va revenir sur certaines propositions que vous faites pour lutter contre les inégalités et que vous avez déjà faites en réalité dans votre livre Capital et idéologie et qui retrouve une actualité aujourd'hui avec cette crise. Avant ça, il y avait une question qui nous intéressait actuellement, c'est que la crise sanitaire, elle a fait émerger un questionnement autour de l'échelle des valeurs dans la société, et notamment le peu de considération et de valorisation économique de certains métiers essentiels en fait au bon fonctionnement de la société. On l'a vu pendant la crise et pendant le confinement, ceux qui continuaient à aller travailler, les professionnels de santé, les professeurs, les éboueurs. Vous, en tant qu'économiste, comment vous pensez qu'on peut arriver à une juste rémunération de ces métiers-là, et comment est-ce qu'on peut en fait intégrer leur utilité sociale aujourd'hui ? La question, c'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt général ? C'est-à-dire que est-ce qu'il est dans l'intérêt général d'avoir des écarts de revenus gigantesques, allant parfois de 1 à 10, de 1 à 20, de 1 à 50, de 1 à 100, de 1 à 200 ? Eh bien, moi, je pense que non, ce n'est pas dans l'intérêt général. C'est-à-dire, si on examine historiquement les différents niveaux d'inégalité dans différentes sociétés, c'est pas vrai que pour avoir plus de prospérité, plus de bien-être, plus de croissance, plus d'innovation, on a besoin de toujours plus d'inégalités. En fait, ce qu'on constate, c'est que on a des sociétés avec des écarts de salaire assez resserrés, de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5 maximum, qui sont devenues au cours du XXe siècle parmi les sociétés les plus prospères de la planète. La Suède, l'Europe du Nord, même s'ils ont un peu abandonné depuis les années 90 une partie de leur ambition égalitaire, social-démocrate, je pense qu'en partie parce que la libéralisation des flux de capitaux, qui a été trop complète, trop rapide, les a placés dans des situations de fragilité qui font que malheureusement, même dans ces pays-là, on a renoncé à un certain nombre d'ambitions sociales, ce qui d'ailleurs crée aussi beaucoup de mécontentement, y compris dans ces pays. Mais qui restent quand même les pays qui ont réussi pendant très longtemps, et dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui, à avoir des niveaux plus faibles d'inégalité, en particulier d'échelle de salaire, tout en ayant des niveaux de prospérité parmi les plus élevés, jamais observés dans l'histoire. Et donc, je pense qu'on pourrait tout à fait resserrer en France les écarts de salaire et de revenus. C'est-à-dire concrètement, il faut tout faire pour améliorer les niveaux de salaire entre 1 et 2 SMIC. Il faut essayer de préserver ceux entre 2 et 3 SMIC. À partir de 4 SMIC, je pense qu'il faut réduire les niveaux de salaire, de revenus. Alors graduellement, c'est-à-dire il faut les réduire d'autant plus qu'on est très haut dans l'échelle, et c'est compliqué de développer alors ce ne sera jamais un consensus parfait, mais au moins de développer une relative majorité sur ces questions. Mais il faut aller dans cette direction, parce que historiquement, à nouveau, le progrès
économique comme le progrès social se sont nourris d'une réduction des inégalités. Moi, j'insiste vraiment là-dessus dans mon dernier livre, Capital et idéologie, c'est qu'on a un mouvement à long terme de réduction des inégalités qui, même s'il a été interrompu dans les années 80-90, suite au reaganisme, suite à la chute du communisme, qui d'une certaine façon a conduit à une certaine forme de désillusion face à l'idée d'un dépassement du capitalisme et d'un autre modèle économique. Sauf que là, 30 ans plus tard, vous voyez, on est en 2020, moi en 1990, j'avais 19 ans, comme jeune étudiant, j'allais voyager en Europe de l'Est et j'étais très énervé contre les dictatures communistes, et je le suis toujours d'ailleurs, mais en même temps, on voit bien 30 ans plus tard, en 2020, à quel point on a été beaucoup trop loin dans l'autre direction extrême, et la Russie qui avait voulu supprimer toute propriété privée. Maintenant, c'est la capitale mondiale des oligarques et des paradis fiscaux. Enfin, ça vous donne une idée un peu du basculement qui a eu lieu sur 30 ans. Et donc, il y a eu ce mouvement de remontée des inégalités depuis 30 ans. Mais si on prend un point de vue de beaucoup plus long terme, c'est-à-dire qu'on compare par rapport à il y a un siècle ou par rapport à l'avant-première guerre mondiale, on reste dans un mouvement de très long terme de réduction des inégalités qui a globalement bien fonctionné. C'est-à-dire c'est ça qui a permis plus de prospérité. Et en particulier, il y a un pays par rapport à ça qui est très étonnant dans sa trajectoire, qui est les États-Unis, qui depuis Reagan essaye d'expliquer qu'il faut toujours plus d'inégalités, plus de concentration du pouvoir économique au sommet pour avoir plus de dynamisme. Sauf que historiquement, si les États-Unis ont été un leader économique, c'est d'abord parce qu'ils étaient plutôt moins inégalitaires que l'Europe, et en particulier qu'ils étaient beaucoup plus avancés en termes d'éducation et avec une certaine égalité dans l'éducation. C'est-à-dire qu'au milieu du XXe siècle, vous avez 90% d'une classe d'âge aux États-Unis qui va dans l'enseignement secondaire, à un moment où c'est 20% ou 30% en France ou en Allemagne ou au Japon. Et les États-Unis ont perdu ce leadership éducatif à partir des années 80-90 et ont cru trouver une autre recette pour la croissance économique qui est toujours plus d'inégalités, mais en fait, la croissance a été divisée par deux depuis les années 80 aux États-Unis, et c'est plutôt les pays en Asie, notamment, qui ont plus investi dans l'éducation et qui ont rattrapé les États-Unis, qui s'en sortent mieux. Donc, c'est plutôt la marche en avant vers l'égalité, en termes d'éducation, en termes de salaire, est un mouvement de long terme qui permet à la fois le progrès social, le progrès économique, et il faut reprendre ce chemin aujourd'hui. Et il y a une autre idée que vous développez dans votre livre, parce qu'on a parlé un petit peu des inégalités de rémunération. On sait que les inégalités en termes de patrimoine sont encore plus importantes. Vous parlez de créer une sorte d'héritage pour tous à hauteur de 120 000 euros qu'on toucherait à l'âge de 25 ans. Comment est-ce que ça fonctionnerait? Qu'est-ce que ça permettrait de mettre en place? Et surtout, pour le financer, ça veut dire qu'on limite l'héritage d'autres personnes, j'imagine. Oui, alors d'abord, je voudrais dire que cette proposition, c'est en plus du fait d'avoir un système de santé publique, un système d'éducation, d'une beaucoup plus grande justice éducative, un système de revenus de base, de revenus garantis, un système d'assurance chômage. Donc, il ne s'agit pas de faire un solde de tout compte, voilà, recevez ça et hop. Parce que parfois, toutes ces discussions sur le revenu universel en particulier sont instrumentalisées par des personnes qui voudraient remplacer tout le système social de protection sociale, de droit du travail, par un paiement unique et hop, après c'est terminé. Donc c'est pas, je veux juste bien préciser que c'est pas du tout dans cet esprit-là que je défends. Donc moi je pense que l'essentiel, dans le schéma que je propose, l'essentiel des dépenses publiques et l'essentiel de l'État social et du système de sécurité sociale devrait toujours être centré autour de la santé, de l'éducation, de l'assurance chômage, des retraites. Il reste que la question de l'accès à la propriété est également importante. Et là, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'actuellement, le patrimoine est très, très inégalement réparti, beaucoup plus inégalement réparti que les revenus. Donc le revenu, c'est ce que vous gagnez pendant une année. Le patrimoine, c'est ce que vous possédez, ou souvent ce que vous ne possédez pas. C'est-à-dire que les 50% les plus pauvres en patrimoine en France possèdent à peine 5% du patrimoine total. Alors si on avait une égalité complète, ils devraient en posséder 50%, puisqu'ils sont 50% de la population. Je ne dis pas qu'il faut en arriver là, mais si on pouvait arriver à au moins, je ne sais pas, 20% du patrimoine total pour les 50% les plus pauvres, ce qui est à peu près leur part dans la répartition des revenus, ce serait assez différent. Donc, une façon d'y arriver,
c'est effectivement cette idée de l'héritage pour tous. Alors, je formule cette proposition dans mon livre, je la discute. Je veux bien dire très clairement que c'est une proposition qui n'a rien de radical et on pourrait aller en fait beaucoup plus loin. C'est-à-dire, la proposition que je propose, c'est de dire, voilà, les personnes qui actuellement n'héritent de rien du tout, qui est à peu près la moitié de la population, ou même presque les 2 tiers de la population héritent presque rien, hériteraient je propose le montant de 120 000 euros, qui représente à peu près le patrimoine médian actuellement en France, ça représente à peu près 60% du patrimoine moyen, qui est actuellement de 200 000 euros par adulte. Et ceux qui s'apprêtaient à hériter d'1 million d'euros, après les impôts sur les successions, l'impôt sur le patrimoine nécessaire pour financer tout ça, hériteraient de 600 000 euros. Donc, comme vous voyez, ça reste quand même beaucoup plus élevé que 120 000 euros. Donc, il resterait une inégalité considérable, qui est d'ailleurs en contradiction avec l'idéal d'égalité d'opportunités sur lequel on prétend fonder nos sociétés. Mais au moins, déjà, ça ferait une très grande différence. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait aller plus loin que ça. Mais si déjà on pouvait faire ça, ça ferait déjà une énorme différence. Pourquoi ? Parce que ceux qui possèdent des millions, ou parfois des centaines de millions, peut-être trouvent qu'il n'y a pas vraiment de différence entre posséder 0 ou posséder 100 ou 200 000 euros. Mais en fait, quand vous possédez 0, ou parfois vous avez des dettes, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont endettées, alors c'est particulièrement vrai aux États-Unis, avec des dettes liées aux études, à la santé, mais en France aussi, partout, des personnes peuvent avoir des accidents dans la vie, se retrouvent endettées. Et quand vous avez un patrimoine nul ou parfois négatif, ça veut dire en fait que vous devez tout accepter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de négocier quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous devez accepter n'importe quel emploi qui se présente, n'importe quelle condition de travail, n'importe quel salaire. On le voit actuellement face à cette crise, mais c'est vrai plus généralement. C'est-à-dire parce qu'il faut payer vos factures, il faut payer votre loyer, il faut pouvoir subvenir aux besoins de vos proches. Donc vous êtes dans une situation, disons, de négociation, de pouvoir sur votre propre vie, qui est extrêmement limité. Donc il faut bien comprendre que la propriété, le patrimoine, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi d'abord du pouvoir sur sa propre vie. Et quand vous avez ne serait-ce que 100 000 euros ou 200 000 euros, c'est quand même assez différent, parce que vous pouvez prendre un peu plus le temps d'accepter tout, n'importe quoi. Vous pouvez acheter un logement, alors peut-être pas à Paris, mais dans beaucoup d'endroits en province, vous pouvez commencer à envisager très sérieusement d'acheter un logement, ce qui vous donne aussi une visibilité face à l'avenir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un salaire chaque mois qui tombe, vous pouvez avoir des projets professionnels un peu plus variés, vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez, disons, ça vous donne un contrôle sur votre propre vie, et ça permet aussi de dynamiser la société. Parce que figurez-vous qu'il n'y a pas que les enfants de riches qui ont des idées en général dans la vie. On peut avoir beaucoup de personnes, on a un gâchis humain considérable, et au fait que beaucoup de personnes, en fait la majorité de la population, doit tellement payer son loyer chaque mois, pendant que d'autres touchent des loyers et ont des immenses appartements, des résidences secondaires ou des portefeuilles financiers à ne pas savoir qu'en faire. Oui, c'est pas seulement que c'est injuste, c'est que du point de vue du dynamisme général de la société, c'est absolument pas adapté à nos sociétés modernes où on atteint des niveaux d'éducation comme on n'a jamais vu dans l'avenir, et qui demandent une très forte participation de tous à la vie économique, sociale, politique. Et c'est ça d'abord qui est en jeu derrière la question de l'égalité et de l'inégalité, y compris face à l'argent. C'est d'abord celle de la participation. Et je pense pour toutes ces raisons, voilà, il faut reprendre ce mouvement vers l'égalité et vers une plus grande participation de tous et de toutes. Toutes les idées nouvelles que vous évoquez afin de réduire ces inégalités, mais aussi l'empreinte carbone de notre économie, elles doivent faire face à des résistances très fortes, on le sait, vous le savez. D'ailleurs, vous décrivez que l'hypercapitalisme, dans ces dernières décennies, a priori, a remporté le jeu dans une grande partie des pays comme le nôtre. En fait, est-ce que vous pensez que cette fois, on peut gagner le bras de fer du côté des idées que vous défendez pour moins d'inégalités? Comment est-ce qu'on bascule d'un système à un autre? Est-ce qu'il y a des exemples historiques qui nous permettent de mieux comprendre en fait à quel moment on peut faire cette bascule, même face à des résistances très fortes?
Oui, moi j'essaye de décrire un certain nombre d'idées qui s'appuient d'abord sur des expériences historiques réelles. C'est-à-dire que moi, le système de socialisme participatif que je défends dans mon livre et qui s'appuie sur l'héritage pour tous, avec un impôt très progressif sur les revenus, les patrimoines, les successions, je défends également l'idée d'une plus grande participation des salariés, avec plus de droits de vote pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. C'est une évolution qui, en partie, a eu lieu au cours du XXe siècle et qui a plutôt très bien réussi. Donc en particulier les pays d'Europe nordique ou germanique qui ont introduit des droits de vote très importants pour les salariés. Donc je veux rappeler que en Allemagne ou en Suède, les salariés ont jusqu'à 50% des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises, c'est-à-dire que les représentants des salariés, y compris sans aucune participation au capital, donc sans être actionnaires du tout, ont 50% des droits de vote dans les conseils d'administration. Et si en plus ils ont 10% ou 20% des actions, par exemple grâce à l'héritage pour tous dont ils ont bénéficié, ou parce qu'il y a une épargne, ou parce que ça peut être aussi une collectivité publique qui possède 10 ou 20% de l'entreprise, alors ça veut dire qu'on peut faire basculer la majorité face à un actionnaire qui aurait pourtant 80 ou 90% du capital. Donc vous voyez que c'est un système de propriété qui est très très différent de la conception classique, une action, une voix. Et bien pourtant, c'est le système qui est en place, au moins dans les grandes entreprises, en Allemagne et en Suède, depuis les années 50. Et apparemment, ça n'a pas conduit ces pays à la faillite. Donc, évidemment, c'est toujours difficile pour les actionnaires d'accepter ça. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, ils n'en voulaient pas. Inutile de vous dire, ils se sont battus. Mais il y a eu un rapport de force, un rapport de force social, mais aussi intellectuel. C'est ça qui est important, je pense, pour penser les évolutions suivantes. C'est-à-dire ce que montre l'histoire des inégalités que je décris dans mon travail, c'est que bon, il y a le rôle des crises sociales, des rapports de force sociaux entre groupes, mais il y a aussi une dimension proprement intellectuelle, c'est-à-dire de réflexion sur quel débouché on veut sur les crises et comment on veut construire un monde différent. Parce que les crises en tant que telles, elles peuvent aussi déboucher sur des régressions nationalistes, identitaires, et puis il y a des révolutions, comme la révolution bolchevique en Russie, qui, faute d'avoir vraiment prévu ce qu'on allait faire ensuite, après la Révolution, ont conduit à des systèmes encore plus oppressifs que les systèmes qu'on prétendait remplacer. Donc je pense que ce qui est très important, c'est d'abord de ne pas abandonner l'étude des questions économiques et financières à d'autres. C'est-à-dire que chaque citoyen, sur ces questions, doit avoir son opinion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je ne suis pas économiste, ça ne me concerne pas, je laisse ça à d'autres. Ce ne sont pas des questions compliquées. Moi, c'est ça que j'essaye de montrer dans mon livre Capital et idéologie, qui est un petit peu long, je m'en excuse, mais qui est très lisible. C'est-à-dire que ça demande aucun bagage particulier, ça peut être lu vraiment par tout le monde. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est pas l'économie, c'est pas de la mécanique quantique, quoi. On n'est pas en train d'essayer d'envoyer une fusée sur la Lune. Ce sont des choses simples, des raisonnements historiques, sociaux, des utilisations très simples de données statistiques élémentaires avec des graphiques très simples. Et chacun ensuite peut se faire une opinion. Et je pense que c'est d'abord comme ça que le changement historique vient. C'est-à-dire que ce qu'on a vu historiquement, c'est que des sociétés très inégalitaires pouvaient devenir beaucoup plus égalitaires suite à des mobilisations sociales réussies. Un des exemples les plus frappants, c'est celui de la Suède, que je raconte dans mon livre, qui, en fait, on imagine parfois aujourd'hui que la Suède aurait une culture de l'égalité depuis des siècles et des siècles, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire la Suède, au début du XXe siècle, était un des pays européens les plus inégalitaires, et où même les droits de vote, en fait, à l'intérieur de ceux qui possédaient de la propriété, alors les droits de vote étaient réservés à ceux qui avaient de la propriété, bon, mais ça c'était aussi le cas en France, au Royaume-Uni au XIXe siècle, mais les Suédois, d'abord, ont continué jusqu'en 1911 avec ce système censitaire, ce qui est quand même un peu tard. Là, en France, il y avait le suffrage universel depuis 1870. Mais en plus, en Suède, le système était beaucoup plus sophistiqué dans la codification de la domination des propriétaires, puisque vous aviez jusqu'à 100 droits de vote pour les plus gros propriétaires. C'est-à-dire seuls les 20% les plus riches pouvaient voter, uniquement les hommes bien sûr, et à l'intérieur de ce groupe, ça allait de 1 à 100 droits de vote suivant l'objet de votre fortune. Et même dans les élections municipales, il n'y avait pas de plafond, si bien qu'il y avait plusieurs dizaines de municipalités en Suède où une seule personne avait plus de 50% des droits de vote de façon parfaitement légale. Et même les entreprises avaient le droit de vote en fonction de leur capital dans les élections municipales en Suède. Donc ça, c'était la Suède jusqu'en 1911. Si quelqu'un avait dit en 1910 aux Suédois, vous allez devenir un pays très égalitaire avec la santé gratuite, mais personne n'y aurait cru. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
il s'est passé qu'il y a eu une mobilisation de la classe ouvrière suédoise en l'occurrence, qui à travers des syndicats, le Parti social-démocrate, a obtenu le suffrage universel, a pris le pouvoir après avoir remporté les élections en 1932, l'a conservé jusqu'aux années 80 et a mis en place un système qui n'est pas parfait, qui s'est un peu dégradé depuis les années 90, comme je disais tout à l'heure, mais qui a permis quand même un niveau d'égalité et qui en fait a mis la capacité étatique suédoise et administrative suédoise au service d'un projet politique complètement différent que le projet précédent. Et c'est comme ça, je multiplie les épisodes de ce type dans mon livre. Je montre par exemple que l'Inde n'est pas le pays épris d'inégalités depuis des siècles que les colonisateurs britanniques ont voulu décrire, alors qu'en fait c'est surtout eux qui ont contribué à beaucoup rigidifier le système de caste qui était beaucoup moins clairement établi que ce qu'on imagine avant la colonisation britannique. Et l'Inde cherche encore aujourd'hui à développer, malgré toutes les limites de ce que ce pays a réussi à accomplir, des systèmes pour diminuer les inégalités entre les personnes anciennement discriminées, issues des plus basses classes sociales, en leur donnant des places dans les universités, également pour les femmes. C'est un pays qui a développé beaucoup les systèmes d'accès privilégiés pour les groupes discriminés socialement ou en termes de genre. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de toutes ces expériences. Donc moi, voilà, j'insiste beaucoup sur le rôle des mobilisations sociales, politiques, intellectuelles, qui permettent finalement des transformations du système économique et des modèles sociaux beaucoup plus rapides que ce que tous les discours dominants des différentes époques ont toujours tendance à dire non, rien ne va changer, rien ne peut jamais changer. Mais c'est pas ça qu'on observe dans l'histoire. Et je pense qu'il en ira de même à l'avenir. Et je pense qu'une des façons les moins bêtes de s'y préparer que nous ayons à notre disposition, c'est aussi d'étudier de plus près toutes ces trajectoires historiques du passé et de les utiliser comme des répertoires d'idées, non pas comme des modèles à appliquer directement, mais des répertoires dans lesquels on peut puiser des ressources d'imagination et de mobilisation pour la suite. Merci Thomas Piketty pour toutes ces réponses et tous ces éclairages. Merci à vous.